Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, comme on a pris l'habitude chaque dimanche. Alors, au menu de ce Bonjour d'Algérie, eh bien, nous allons parler d'abord de la campagne de vaccination qui va commencer dans quelques jours, le temps de réceptionner le vaccin, le fameux vaccin Covid-19. Et puis, notre invité, le directeur de la santé et de la population de Constantine, nous parlera de tout le dispositif mis en place et mobilisé pour la circonstance. Dans la deuxième partie, eh bien, nous allons recevoir un invité, un artiste peintre, un homme de culture, mais aussi un amoureux de la photographie. Et il va nous parler, bien sûr, de tout ce qu'il a fait durant ces deux dernières semaines, parce que eh bien, nous sommes toujours dans la célébration de Yen Nahar et vous allez vous en apercevoir tout au long de cette émission où il y aura, bien sûr, des reportages à travers tout le pays, comment on a célébré Yen Nahar ou comment on célèbre Yen Nahar dans les différents coins du pays. Mais avant tout, bien sûr, comme on a pris l'habitude, eh bien, on va commencer par notre balade aérienne sur la très belle ville de Constantine. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة الانصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, donc c'était notre balade aérienne sur Constantine et puis ça valait vraiment le détour puisque à chaque fois on n'en a pas encore, on n'est pas encore ressaisi, hein. À chaque fois on la revoit avec beaucoup de plaisir. Alors pour comme annoncé dans le sommaire de l'émission, nous allons évoquer bien sûr la campagne de vaccination contre la maladie de la Covid-19 qui va commencer dans quelques jours. Alors pour nous en parler, Monsieur Daas Mohamed Adil, directeur de la santé et de la population de la wilaya de Constantine. Marhaba bik, merci d'être là. Merci à vous-même et à tous les spectateurs, Inch'Allah. Alors la particularité, c'est qu'on s'était vu au début, mais vraiment au début, avant même le confinement, c'était au mois de février. On a parlé c'était à peu près le système, comment le dispositif pour parer et contrer, endiguer cette maladie. Finalement, eh bien, 10 mois après,
quel bilan on peut faire d'abord de la traversée de la wilaya de Constantine avec cette maladie? Bien, c'est un peu revenir un peu en arrière, quelques mois. Ouais. Il faut revoir qu'au début, il n'y avait pas de cas enregistrés à Constantine. C'était le premier cas le 23 mars, qui a eu le premier cas. C'était le premier décès de la wilaya de Constantine. Je profite de cette occasion, Rabbi Rahmam Jmi'. Soit les collègues, soit le simple des citoyens, on ne dira jamais assez Rabbi Rahmam ou Jamil, Inch'Allah. Mais il faut dire que au début, c'était pratiquement la difficulté. C'est une maladie qui n'était méconnue, nouvelle. Avec toutes les appréhensions qu'on pouvait avoir sur cette maladie, il fallait mettre un dispositif, il fallait faire beaucoup d'actions, il fallait préparer les établissements hospitaliers, les établissements extra-hospitaliers de proximité pour prendre en charge, préparer les équipes de services de prévention pour aller de l'avant. Après, il y a eu la suite de décisions qui veut dire qu'on doit prendre les mesures de distanciation. Après, il y a eu l'initiative à l'échelle locale de la de Constantine par M. le Wali de la Constantine qui a imposé bien avant le port de masque. C'était une obligation. Une obligation. Après, il y a eu les décisions au niveau national. Ça a un peu diminué l'aspect, mais après, les choses se sont précipitées. Il y a eu autant de cas et cette multiplication. C'est vrai, ça a mis un peu à rude épreuve tous les services de la santé, y compris avec une grande pression au sein de la population. Mais il faut dire que, alhamdoulilah, comparativement à ce qu'on voit et au début des images qui nous parvenaient un peu de l'Europe, c'était frustrant, ça donnait beaucoup... faisait peur. Ça faisait peur. Il faut le reconnaître, ça faisait peur. Il y avait beaucoup de décès au niveau de la rive nord de la Méditerranée, ça faisait énormément peur. C'était plus proche de nous comparativement aux États-Unis. Et par rapport à ça, on se disait qu'est-ce qui pourrait nous arriver comparativement avec tous les moyens qu'ils avaient, les compétences et avec la grandeur sur le plan économique. Mais malgré ça, on le dirait avec les mots en arabe, taf bien arabi. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'était vraiment ça. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de décès, soit à l'échelle nationale ou plus ou moins à la wilaya de Constantine. Mais dire que la situation actuellement, au jour d'aujourd'hui, elle est maîtrisée. On est à un taux d'occupation de 20% pratiquement, entre 20% et on table, juste dans quelques jours, on va encore baisser ce taux d'occupation. Mais je dirais que ces résultats n'ont pas été venus comme ça fortuitement. Vous ne vous êtes pas croisé les bras et vous avez attendu. Non, il y a eu quand même du travail, la mobilisation. Et puis, il faut dire qu'au début, c'était un virus nouveau, une nouvelle maladie, donc il y avait un petit affolement parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Mais après, je pense, il y a eu une petite expérience acquise sur le terrain qui vous a permis de mieux maîtriser la situation. C'est sûr, tout le monde avait une appréhension, une certaine peur d'avoir abordé ce virus en milieu hospitalier, comment gérer, comment adapter tout ça, avoir des démarches ou une approche multisectorielle. Par rapport à ça, c'est vrai que la santé a mobilisé tous ses moyens, son personnel de santé. Il faut dire qu'un certain temps, ça faisait peur combien il fallait préparer le nombre de lits de réanimation par rapport à ce qu'on voyait, qu'est-ce qui se passait en Europe. Et par rapport à ça, on dit qu'on n'est pas arrivé à un degré de gravité observé dans d'autres pays d'Occident. Je dirais que par le biais de M. Loueli, la multisectorialité auquel on a fait, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, soit par les services de la protection civile, soit de la CETRAM, de la gendarmerie, de l'armée, de la police. Ils ont participé avec nous avec beaucoup de campagnes de sensibilisation dans le cadre de la proximité de l'action. Ce qui nous a un peu mis un peu à l'aise. Il faut dire qu'au début, il y avait beaucoup de cas. Il y avait le déni de la maladie qui a fait un peu de dégâts. Les gens n'y croyaient pas. Au début, ils ne croyaient pas. Il y avait un certain rejet. C'est comme si on n'avait pas trop... Bon, beaucoup disaient que c'est une maladie pour les autres, pas pour nous. Non, peut-être je vais raconter un peu une histoire. Je connais un ami, il avait son petit garçon avec lui. Il m'a vu à la télévision. Mon père, je peux lui poser une question. Il m'a dit, est-ce qu'un mot, ça existe réellement, cette maladie? Ça veut dire, si un enfant, ça veut dire que ça se discutait au début autour de lui. C'est son environnement. Il n'avait pas la possibilité de faire la part des choses, mais il a entendu dire que cette maladie n'existait pas. Il faut dire que dans 2-3 communes, je ne vais pas citer dans l'œuvre de Constantine, c'est des petites communes, mais il y avait pratiquement à majorité rurale, les gens ne croyaient pas, il n'y avait pas autant de densité humaine.
Mais juste dans une durée très courte, de même pas un mois, il y avait 3-4 personnes notables de cette région qui étaient décédées à Bir Hammam. Les gens ont pris conscience que le virus, il est là, il est en train de faire des dégâts si on ne prenait pas des mesures de distanciation, de port de masque, d'hygiène, soit individuelle et pratiquement collective, pour atténuer un peu la rupture un peu de la chaîne de transmission de ce virus. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi été, la wilaya de Constantine a aussi été pilote dans certaines actions, comme l'application Tracker, où vous suiviez un peu. Bon, c'est vrai que maintenant, même si elle n'a pas la même utilité, mais vous continuez à... C'est sûr, il y a eu cette application Tracker. J'ai un peu simplifié les choses. On positionnait pas la personne par GPS, mais du moins son domicile, son adresse domicile. Ça nous permettait de ne pas avoir des cas d'autres cas par rapport à son périmètre le plus étroit familial ou son périmètre professionnel. Et on traçait la personne positive ou probable avec toute la liste des personnes sujets contact, soit en milieu familial, soit professionnel, la plus élargie. Et on suivait ça pendant 15 jours et on positionnait les malades cas. Et ça nous fait une répartition spatiale géographique sur une carte. Et ça nous permet de suivre quelle est pratiquement la commune la plus touchée. C'est vrai qu'au début, la wilaya de Constantine, elle était marquée par la ville Limejli qui était en première position. La nouvelle ville. Mais avec l'évolution du temps, les déclassés en deuxième position, c'est Constantine. Les autres communes, un certain temps, ils ont observé quelques cas, mais c'est plus ou moins maintenant, ça s'est tassé. Mais il faut dire que les cas qui restent encore résiduels, c'est toujours Constantine et Limejli. C'est pour ça, de moi, c'est vrai, au vu du nombre de la population, la densité, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est important, c'est un carrefour commercial, c'est une région qui recèle, avec Limejli, approximativement 450 000 ou un peu plus d'habitants. Si on lui rajoute la cité universitaire, la plus grande d'Algérie, tout ça contribue un peu. C'est pour ça qu'on a accès beaucoup plus tout ce qui est sensibilisation sur l'éducation sanitaire, sur le respect du port du cas. Même maintenant, on le dit, c'est vrai, il y a une diminution des cas. Ça ne veut pas dire que le virus n'est pas. Il est là, le virus. Il est encore présent. Là entre nous. Malheureusement, il est toujours présent. Si on n'a pas enregistré de cas de grippe saisonnière, c'est par rapport au port de masque. Ah, c'est vrai que là, c'est un autre contexte. La grippe et la Covid ont à peu près les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes, le même mode de transmission. Tout ça, c'est vrai, il y a une semaine, j'ai entendu un des membres du comité scientifique qui est pédiatre. On n'enregistre plus beaucoup de maladies infantiles par rapport au port de masque et d'hygiène par rapport aux parents, au périmètre familial. Ça a diminué énormément de maladies transmissibles. Ça contribue peut-être... Oui, le fait de porter le masque, l'hygiène, tout ça. Le fait que les gens se déplacent plus d'une manière assez fréquente entre la famille. Donc il y a moins de rassemblements aussi, il faut le dire. Et puis... ça a donné peut-être, je dirais, un aspect positif par rapport à ça. C'est vrai que personne n'aurait voulu vivre ce qu'on a vécu. Non, on espère qu'avec la vaccination va avec la conjugaison de tout, les mesures d'hygiène, on va contribuer peut-être à la rupture de la chaîne de transmission de ce virus. Avec le temps, on va observer une certaine, je dirais, je ne vais pas m'aventurer dans un domaine qui ne m'appartient pas en tant que sur l'aspect de l'immunologie et tout ce qui a trait à la vaccination, mais du moins, c'est une action qu'il faut le faire, il faut aller de l'avant et vacciner le maximum de personnes. Alors justement, la vaccination, c'est l'actualité. Maintenant, le vaccin... C'est dans quelques jours, il va être réceptionné. Nous avons, l'État algérien a pris 2 vaccins, le vaccin russe et le vaccin chinois. Donc il y a une certaine procédure, mais vous n'allez pas attendre jusqu'à... Vous vous êtes mobilisé, qu'est-ce que vous avez fait au sein de votre direction pour justement préparer cette campagne de vaccination? Bien avant, je dirais bien avant, M. Louis de la Constantine, comme il est président de ce comité, de cette commission, avec les directives du président de la République, il fallait mettre en place la vaccination durant le mois de janvier 2021. Il y a eu la conjugaison des efforts du ministère de l'Intérieur par rapport à la logistique,
Parce qu'au début, on ne savait pas quel vaccin l'Algérie va apporter. Est-ce que c'est un vaccin qui va être conservé dans une chaîne de froid assez spécifique ou autre? Sur cette base, il y a eu une réunion, 2 réunions pratiquement, qui ont regroupé tous les intervenants. Je vais citer quelques-uns. Il y a la direction du commerce, du transport, la direction des services agricoles pour recenser toutes les chambres froides, les tunnels de congélation, tout ça, pour avoir une approche par rapport à qu'est-ce qu'il fallait faire. Et sur cette base, la lutte de Constantine, dans son aspect de santé, il faut dire que la vaccination, elle va toucher dans les dernières directives. En premier lieu, c'est le personnel de santé et tout le personnel qui ont des activités stratégiques du pays. En troisième position, c'est toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et tous les malades chroniques à partir de 18 ans. Ça veut dire que tout ça va se faire en même temps, peut-être avec des étapes bien définies. D'autant plus qu'il y a une grande pression à l'échelle internationale pour chaque pays court pour avoir son propre quota. C'est vrai que l'Algérie, on va avoir des quotas continuellement à chaque fois et on va vacciner autant. Pour la lutte de Constantine, il fallait, pour le personnel de santé, il va être vacciné au sein des établissements intramuros. Pour les hôpitaux, ils ne vont pas vacciner la population pour éviter, encore une fois, c'est un hôpital, on ne peut pas ramener des personnes saines pour être vaccinées. Alors, comment vous allez opérer pour justement ces personnes Pour les citoyens, c'est tout ce qui a trait aux structures de proximité. Je vais être encore plus précis, toutes les polycliniques. Voilà, à l'échelle de la wilaya de Constantine, on a 12 communes. Toutes les communes sont dotées de polycliniques qui vont être en première ligne de vaccination. Dans une autre optique, il y a aussi certaines agglomérations de zones éparses d'une assez importante population. Il y a des salles de soins auxquelles il va y avoir une stratégie un peu spécifique. Dans l'autre dimension, il y a les zones d'ombre qui n'ont pas une population assez dense, mais quand même ils sont pris en compte dans la stratégie de vaccination. Par rapport, je dirais que certaines zones dans la Constantine sont composées de 50 personnes jusqu'à 200-300, mais on ne va pas les laisser comme ça. Ils vont être programmés avec un programme bien défini, bien affiché. Ils sont avertis la date et l'heure du passage pour les vacciner dans ce sens. C'est vrai que dans une zone d'ombre de 50 personnes, si on voit les populations cibles à vacciner, ça veut dire que sur les 50, on ne va pas avoir 10, 6%, on va être beaucoup plus à l'aise pour les vacciner, pour donner un confort par rapport à ça. Il faut dire qu'on a la possibilité aussi de mobiliser autant d'équipes qu'il faudra par rapport à adapter le besoin au jour le jour. Il y a assez de personnel, médical, paramédical. Il faut dire que c'est des équipes assez chevronnées, ils ont l'habitude de ça. L'expérience du vaccin antigrippal chaque année va grandement aider à la vaccination. D'autant plus, on a le programme élargi de vaccination des enfants. C'est une activité pratiquement quotidienne qui se fait. Ils ont un recul, une expérience à capitaliser par rapport à la vaccination de la Covid. Mais par rapport à ça, je dirais qu'on a la possibilité d'organiser au sein des polycliniques de 2 à 3 équipes s'il y a vraiment un rush de population vaccinée. Mais il faut dire que tout ça va se faire dans un cadre de respect du protocole sanitaire. Voilà, on n'est pas dans une situation normale pour cas. Et d'autant plus l'organisation à laquelle on va faire, c'est un accès unique, dans un sens unique. On entre d'une entrée et on sort de l'autre bout. On ne revient pas en marche arrière pour éviter... Je dirais peut-être le slogan, ce ne sera pas la vaccination une occasion pour encore transmettre le virus. Très bien. Mais il faut dire que la vaccination, c'est des équipes, hein, c'est une équipe de vaccination. Oui, combien de membres et la présence d'un médecin est obligatoire? Il est obligatoire, il y a la présence d'un médecin, d'un paramédical ou de 2, plus un agent administratif pour faire l'enregistrement obligé de faire la traçabilité des personnes, d'une manière d'autant plus que cette vaccination se déroule par une dose, mais c'est deux doses qui vont recevoir les personnes. Alors, quelle est la durée entre les 2 doses? Jusqu'à maintenant, ça peut aller de 3 semaines à 4 semaines, c'est selon les fabricants des labos qu'on va recevoir les vaccins. Chaque vaccin a sa propre convoque, d'autant plus, je ne vais pas rentrer dans des aspects purement techniques et médicaux, mais il faut dire que chaque citoyen va recevoir 2 doses de vaccination. Ça veut dire qu'il va... que personnellement, je vais venir, je vais recevoir une dose à telle date, par exemple, le 1er février, je vais avoir un rendez-vous pour revenir. Et il ne faudra pas le rater. C'est sûr, c'est pour augmenter un peu, je ne dis pas un peu, mais donner une stimulation du système immunitaire et pour faire face.
C'est vrai que la vaccination ou l'Organisation mondiale de la santé préconise que 50% de la population soit vaccinée. Oui. Si elle est vaccinée, c'est par rapport à donner une immunité par rapport à ces populations et faire une rupture de la chaîne de transmission de ces virus. Il restera un peu les recherches, d'autant plus que chaque jour, tous les pays ou tous les laboratoires de recherche découvrent une autre facette de ce virus qui est un peu nouveau Oui, c'est pour vrai l'humanité. Même s'il est toujours présent, il a cette particularité de muter, donc il faudra s'attendre peut-être à une autre mutation, mais bon, ça sera déjà se prémunir contre les anciennes versions. C'est sûr, c'est sûr. Toutefois, pour tel vaccin, et on dira que même si on va vacciner 80% de la population algérienne, il ne faut pas oublier qu'on doit toujours maintenir le même dispositif de distanciation, de port de masque, parce qu'il reste les seules solutions les moins chères, les plus accessibles Oui. à tout le monde. Et si on remarque à travers le monde, beaucoup de pays peut-être n'ont pas la capacité d'acquérir le vaccin. Voilà. Je dirais que l'Algérie, par les Ça, c'est un instructions- grand pas de un grand l'État pas. algérien. C'est L'État déjà, algérien, voilà, c'est un ramener le engagement, vaccin, d'autant plus c'est un vaccin qui est prodigué gratuitement. faut le dire. Gratuitement. Faut le souligner parce que c'est vrai, la gratuitement. gratuité du vaccin. La gratuité du vaccin, et il n'est pas obligatoire. On le laisse pour chacun de se présenter, de se prendre pour gré pour se faire vacciner, mais ça ne nous empêchera pas de faire toute la sensibilisation sur le bienfait de se bien se protéger par un vaccin. Et je crois que les personnes les plus âgées, nos pères et nos mères, qui sont en train de nous regarder, que la vaccination antigrippale a démontré, et tous les vaccins ont démontré leur efficacité à travers le monde. bien sûr. Je citerai à titre d'exemple pour la poliomyélite, par la vaccination, Éradiquée. elle est éradiquée. Pratiquement, c'est la dernière année auquel on va continuer à surveiller la polio. Il y a eu la variole, il y a pas mal de maladies qui la sont tuberculose, contrôlables par la oui, vaccination. C'est l'Algérie, elle a fait un grand pas par rapport à la diphtérie, le tétanos. Il y a beaucoup de maladies qui ont été éradiquées, maîtrisées par le Il faut vaccin. dire que c'est une politique sanitaire qui s'est étalée sur plusieurs années, mais voilà, on récolte les fruits, c'est que c'est des maladies qui sont éradiquées. C'est sûr, c'est sûr. En dehors des vaccins, d'autant plus que les virus ne sont pas maîtrisables par un antibiotique, c'est beaucoup plus par la composition d'un vaccin efficace auquel on donne à une population cible bien déterminée, qu'elle va développer une immunité soit individuelle, et de par ou collective. Tout ça donnera des résultats, j'espère, dans quelques mois probants, qui seront d'une grande efficacité de maîtrise de cette situation épidémiologique qui a fatigué plus d'un. Fatigue justement, qui a fatigué tout le monde et qui est là, mais il faudra faire face et continuer à être mobilisé. On va vous laisser vous reposer un peu. Je vais vous offrir un petit tableau qui nous vient du sud. Voilà, une petite danse qui vient de Tamanrasset, histoire de se reposer un peu. Puis nous allons continuer à parler de cette campagne de vaccination dans la région de Constantine et à travers tout le pays.
d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, c'était une petite danse eh bien, qui nous est proposée à partir de Taman Rasat, mais c'était bien. Voilà, c'est histoire de se reposer et de reparler encore de cette campagne de vaccination qui va commencer juste le temps de réceptionner le fameux vaccin anti-Covid. Et c'est vrai que le directeur de la santé nous a brossé un tableau quand même exhaustif. Hein. Vous avez parlé de tout ce qui a trait, parce que c'est important de parler, Monsieur Daas, c'est pas facile de ramener le vaccin, de le maintenir et ensuite de le diffuser. Et ça, c'est très important. Mais il y a tout un mécanisme, tout un tracé qui a été organisé par votre direction. C'est sûr, il faut dire que c'est pratiquement un plan. Voilà. C'est un plan organisationnel qui débute de la réception du vaccin, ça veut dire faire un dépôt unique. On a les deux possibilités, ça veut dire de conserver dans des températures négatives, et plus d'autres chambres froides spécifiquement réfrigérées de plus 2, de plus 1 jusqu'à plus 8. Est-ce que vous avez trouvé des chambres froides dans chaque polyclinique? Parce qu'il faut dire que Constantine est un peu petite en termes de wilaya. Bon, il n'y a que 12 communes. Peut-être que d'autres communes, ça va être un peu plus, mais on va dire que c'est maîtrisable à Constantine. Non, on n'a pas besoin d'autant de chambres froides au niveau des polycliniques, d'autant plus que les chambres froides sont utilisées comme dépôt central. D'accord, c'est un dépôt central. Et au niveau des EPS, les établissements publics santé de proximité, il y a soit une chambre froide, soit des armoires frigorifiques qui sont dédiées pour ça. Il faut noter aussi que toute cette chaîne de froid, elle est mise pour sécuriser par des groupes électrogènes en cas de rupture du courant électrique. Ça, c'est important de le dire. C'est important. Pratiquement tous les grandes polycliniques sont dotées de groupes électrogènes pour éviter toute rupture de la chaîne de froid. Il reste que toutes les polycliniques n'ont pas besoin autant de moyens. C'est juste peut-être un congélateur, un réfrigérateur ou deux pour sécuriser. D'autant plus, on ne va pas donner des quantités énormes. C'est pour mieux gérer, pour éviter le maximum de gaspillage. D'autant plus, c'est un vaccin qui coûte très cher. Ça veut dire que c'est une gestion au quotidien. Est-ce que vous allez recenser, par exemple, les personnes à vacciner pour ensuite les inviter? C'est sûr, non, si on revient au personnel de santé qui est une population cible, toutes les personnes qui ont des fonctions stratégiques du pays, ou les personnes de plus de 65 ans, ou les maladies chroniques à partir de 18 ans, ça nous donne déjà un chiffre qui tourne autour de 250 000 à 300 000 personnes. Oui, ça, je parle de la totalité de la de Constantine. C'est vrai que tout ça va se mettre en place d'une manière graduelle et dans le temps. Et toutes les polycliniques, c'est fait que dire qu'on peut aller jusqu'à pratiquement plus d'une centaine, jusqu'à 140 équipes qui sont déjà identifiées. On ne va pas les mettre tous dans les circuits de prise en charge, mais du moins il va y avoir peut-être au début plus de 50 équipes médicales. Et au fur et à mesure au quotidien, s'il faut encore mettre d'autres équipes au sein d'une polyclinique, de faire 2 à 3 équipes, c'est au jour le jour d'étudier les possibilités. Mais on a toutes les possibilités pour s'adapter, pour peaufiner, pour mettre le maximum de patients, qui ne sont pas des patients, ne sont pas des malades, le citoyen algérien qui va se présenter au secteur de santé, pour être vacciné dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation pour, pas obligé, mais au moins pour sensibiliser les gens à venir se vacciner? Parce que, il faut le rappeler, ce n'est pas obligatoire, c'est un acte volontaire, mais tous les médecins, tous les gens que l'on interpelle, ils vous disent, oui, moi je vais me faire vacciner. C'est sûr, il y a d'autant plus que cette maladie, elle n'est maîtrisable que par un vaccin. Tout virus, on ne peut pas le maîtriser en dehors de la conception d'un vaccin spécifique par rapport à tel ou tel. Il faut dire qu'on n'a pas d'autre solution, on n'a que ce vaccin. C'est vrai que peut-être ce vaccin, il y a eu débat au début, il faut beaucoup de recul, mais je dirais que les informations qu'on a au quotidien, toutes les équipes de recherche à travers le monde, qui ont mené des recherches pour faire des vaccins, ceux qui sont arrivés à avoir des résultats probants, on continue. Ceux qui n'ont pas pu se sont arrêtés. Ce n'est pas une aventure aussi facile. Non, c'est pas une aventure. Non, je dirais pour les laboratoires.
Par rapport, c'était qui est arrivé le premier à Bon, avoir... c'est une course. Une course. Une saine concurrence pour être le premier à fabriquer le vaccin. dire- Mais bon. Il faut dire peut-être que dans l'histoire de l'humanité, peut-être quand on voyait les Chinois, c'était les premiers à être confrontés à ce virus. Ils ont partagé tous les aspects de recherche et de connaissances avec le monde entier. Ils ont partagé. Et c'est par rapport à ça qu'il y a eu le développement autant de recherche. Et la C'est ce qui a découverte, ça a permis de mettre, peut-être de mettre en place un vaccin dans un temps record comparativement à l'historique des vaccins, des autres vaccins. Et par rapport à cet aspect, l'Algérie a fait toutes les démarches auprès des grands laboratoires qui ont abouti, qui ont eu la validité, qui ont validé leur vaccin. Et l'Algérie, elle mettra tous les atouts de son côté pour avoir le nombre de doses qu'il faudra pour vacciner la population cible de l'Algérie et avoir une immunité à long terme, à long cours, qu'on l'espère, elle sera efficace. Et ça ne sera qu'une histoire de parler. Voilà. Il faut dire que nous avons été l'un des premiers pays à aller vers le vaccin, pour l'acquisition du vaccin. On était les premiers. C'est sûr, c'est une décision stratégique pour l'Algérie, d'autant plus si on se mettait dans l'esprit de que si la moitié de la population était atteinte de Covid, une grosse proportion décède. C'est un peu très difficile pour gérer un avenir d'un pays. Les pouvoirs politiques ont pris des décisions qu'il fallait prendre, soit le confinement, soit tout ça, c'est pour préserver la santé du citoyen, même au détriment des aspects qui sont très difficiles à gérer économiques. Mais la préservation de la vie, elle est plus importante que tout du tout. Avoir un pays avec réduit d'une population, il faut dire que tout ça mènera... Ce qui est bien aussi, c'est que durant toute cette période de 10 mois, c'est qu'il y a eu, même un peu plus, c'est qu'il y a eu des rencontres périodiques avec les autorités sanitaires et les autorités locales. Non, il n'y a pas eu de rupture. À chaque fois, on a... Périodiquement, vous avez pris des décisions, et vous avez toujours été consulté. C'est ça qui est bien. Non, c'est vrai que cet épisode de la Covid nous a mis peut-être le secteur de la santé de l'avant, mais il ne faut pas oublier la contribution de toutes les institutions de l'État. C'est un effort national auquel tout le monde a participé. Peut-être je vais citer beaucoup de personnes et je vais oublier d'autres secteurs. Il y a eu la contribution pratiquement de la protection civile, les services de police, la gendarmerie, l'armée, la formation, la direction du commerce, le transport, les entreprises du tramway. Tout le monde a participé aux campagnes de sensibilisation, soit par la direction de la formation professionnelle, la confection de bavettes. Tout ça a contribué énormément à l'effort national et ça a mis un peu du baume au cœur. À un certain temps, les gens de la santé se sentaient un peu frustrés de faire face à quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'il est là, était dangereux. C'est vrai qu'il y avait une grande appréhension, mais il y a eu un accompagnement des services de l'État et je dirais que ça a énormément contribué à la maîtrise de la situation par les actions qu'on a menées, soit la désinfection de tous les quartiers, soit les grands boulevards, les petits boulevards. Tout ça a donné un peu une prise de conscience. C'est vrai que les campagnes de désinfection que menaient les services de la wilaya, les services de sécurité, les services de la commune. C'est vrai que ça avait aussi un aspect on va dire, de rassurer les citoyens parce que tout le monde était en train de désinfecter. Ça a un aspect psychologique. C'est vrai, mais au-delà de tout ça, c'est appelé au civisme du citoyen. Ça veut dire qu'il doit respecter tout ça. L'hygiène du milieu en elle-même, dans la spécificité de la Covid, il fallait être présent, aspect, d'autant plus que c'est vrai que certaines études, du moins en Angleterre, que la communauté musulmane, elle était moins atteinte par rapport aux ablutions, l'hygiène, tout ça, qui a donné un peu moins de cas comparativement à d'autres communautés au sein des États-Unis ou en Angleterre. Mais que veut dire qu'on a en Algérie, c'est un pays musulman, il fallait adopter tout ça. D'autant plus qu'il faut adopter tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu autant de cas. Non, mais ça reste frustrant un certain temps, on a géré la première phase. C'est vrai que les pics faisaient craindre le pire, mais bon, ça a été géré. Quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, alhamdoulilah, on a traversé une crise, on va dire, avec c'était frustrant, d'autant plus la période Ramadan jusqu'au mois d'août, il y avait la saturation des hôpitaux à travers l'Algérie. C'était très frustrant à gérer ça. Un malade ne pouvait pas avoir un lit aussi facilement. Il y avait
fait la pression. Oui, je ne dirais pas pour d'oxygène Constantine. Oui, Il y avait ça a la été demande, réglé, elle était alhamdoulilah. énorme pour l'oxygène, il y avait la pression par rapport à ça. Peut-être, je dirais, les gens n'étaient pas prêts à voir vivre ces scénarios, mais que je peux dire qu'on est passé avec moins de dégâts possibles. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà, quand on se projette donc vers l'avenir, donc il faut appeler la population à venir, à se rapprocher des établissements de santé C'est publics. sûr, pour, d'autant voilà. plus on a déjà entamé une campagne de sensibilisation. Il va se continuer par la radio locale et par tous les moyens. On va utiliser même Par la télévision aussi. télévision, les mosquées, tout ça pour apporter que ce vaccin est une solution par rapport à la maîtrise Voilà. de la Covid et que tout citoyen qui va se rapprocher des structures de santé, pas uniquement pour se faire vacciner, même s'il vient demander conseil, ils vont lui donner des conseils. Même au fond, s'il n'est pas convaincu, on ne va pas lui obliger de faire le vaccin, mais on essaiera de le convaincre, surtout par rapport des gens qui sont malades chroniques, qui sont ciblés. Voilà, c'est important de dire d'abord, en priorité, les personnes âgées. Et les malades chroniques, parce que c'est les plus fragiles. Les fragiles, c'est sûr, d'autant plus qu'ils sont fragilisés. Et les gens qui sont en première ligne, les services de santé, les services stratégiques de l'État, qui sont au quotidien confrontés en première ligne par rapport à leur activité stratégique du pays. Est-ce que vous avez une cartographie des gens qui sont fragiles, par exemple les personnes âgées? Est-ce que si je vais à la polyclinique, ils vous disent nous avons pratiquement tant de malades chroniques, est-ce qu'il y a une certaine... Ils sont identifiés, d'autant plus qu'on est en train encore de finaliser un travail avec les services de la CNAS par rapport à ceux qui sont identifiés. Et en parallèle avec les services de la DAS, j'ai oublié de le dire, l'action sociale, on va même vacciner les personnes, les Fidel Rahma. On va les toucher, autant que leur personnel. Les foyers aussi, d'accueil de personnes âgées. Oui, tout ça, on va les toucher. Ils sont une priorité pour nous, d'autant plus s'ils sont sous l'autorité de l'État. On doit les vacciner. Mais là, c'est vous qui allez vous déplacer. Oui, c'est nous qui allons nous déplacer. Alors, vous avez des équipes mobiles et des équipes fixes, c'est ça? C'est ça, voilà, oui. C'est ce qu'il faut expliquer. D'autant plus que même pour les zones d'ombre, ou les un peu spécifiques, je viens de citer la DAS, les centres de VR ou la Darrahma, c'est nous qui allons se déplacer avec nos propres équipes et donner tout ce qu'ils voudront en tant que vaccin, peut-être d'autres activités qu'ils voudront avoir, d'autant plus que l'accompagnement de la Covid a toujours été fait par les services de santé par rapport à la DAS, et ça se fait du moins, je dirais normalement du monde. C'est vrai, c'est des gens assez vulnérables. Bon, qu'il faut prendre en charge. C'est les fragiles, c'est les personnes fragiles. Mais bon, toujours depuis le début de cette maladie, les porteurs sains ont toujours posé problème. Ceux qui ne sont pas identifiés, les jeunes. Est-ce que vous appelez cette catégorie à venir se faire vacciner? Non, en dehors de tout ça, c'était la problématique qui se posait au début. C'est vrai, pour revenir un peu en arrière, un certain temps, dans une certaine institution, on avait la capacité de faire... Il y avait un cas positif et de faire un dépistage autour. On découvrait énormément de personnes porteurs sains sans signe clinique. Et c'était vraiment très délicat. Ça faisait peur. Voilà, ça faisait peur. Ça veut dire que c'était porteur sans signe. Oui. Et c'est pour ça on n'a pas la possibilité de dépister toute la population algérienne. Sur cette base, on dit le port de masque, la distanciation. Quel que soit je suis porteur sain ou malade, on se protège mutuellement par le port de masque. Et c'est ça qui fait un peu, tellement il faut dire que faire des PCR, c'est très lourd. Ça coûte cher. C'est très lourd. Ça coûte pas uniquement cher, mais pour le faire, ça demande beaucoup de moyens au niveau du labo, ça coûte énormément cher. C'est pour ça qu'on est en train de cibler tout ça pour dépister. C'est vrai que maintenant, il y a eu la conjugaison de l'université, des laboratoires privés qui sont validés par l'Institut Pasteur d'Algérie, qui ont apporté un plus par rapport à ça. C'est vrai, au début, il y avait les scanners. Maintenant, c'est plus affiné. Il y a les tests rapides, il y a tout ça, qui sont d'une fiabilité acceptable et qui donnent un aperçu, une décision thérapeutique par rapport à ça, une mesure épidémiologique pour suivre soit les personnes atteintes ou les sujets contacts autour. Donc, on va dire que ça continue. Il faut rester vigilant. On ne le répétera jamais assez. Ça ne veut pas dire qu'avec le vaccin, c'est terminé, non. Bon, pour certains, le simple du citoyen, peut-être qu'il dit qu'il y a un fléchissement, qu'il faut dire que les services de l'État, du moins les services de santé, sont mobilisés jusqu'à aujourd'hui. On est toujours dans la même configuration, la même
La même dynamique, c'est la surveillance quotidiennement. Justement, j'allais dire, le personnel de la santé, mis à rude épreuve depuis le début. Hein. Alors, 10 mois, son congé, son repos, vous avez payé un lourd tribut. Hein. Il y a eu des personnes, puis certaines éminences grises hein, dans le domaine de la médecine qui nous ont quittés. C'est vrai, ça va être dur. Là, il faut dire que c'est vrai, parfois, il faut se parler et se mettre à la place des gens. Au début, il y avait des personnes qui mettaient 4 mois, 6 mois, ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il y avait la peur, on ne savait pas encore comment appréhender ce virus. Oui. Et quelqu'un qui ne voit pas ses enfants, sa mère, son papa à la maison. C'est difficile. Il est confiné dans un hôtel, tout ça. Et je ne vous le cache pas, on a créé même des cellules de suivi psychologique pour certaines personnes, pas uniquement professionnelles, mais pour le citoyen. Et c'était difficile d'équilibrer la personne, de le faire accepter, de voir, c'est vrai maintenant, la technologie permet de voir la personne par le biais de son portable. C'est plus facile maintenant. Mais en tant que Méditerranéen et Algérien, il y a le contact un peu... étroit les membres de la famille qui donne un peu la force et tout ça. Il faut dire qu'on a géré tout ça, mais jusqu'à maintenant. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'atteintes au sein du personnel de la santé. C'est un chiffre qui est énorme. Il faut dénombrer aussi un chiffre de décès, Rabbi Yarhamam. Rabbi Yarhamam, il y a beaucoup de décès. Trop. Un décès, c'est déjà trop. C'est trop, de perdre chacun. À titre personnel, une personne que je côtoie au quotidien au téléphone, pour suivre, du jour au lendemain, on n'entend plus sa voix. Même sur le plan psychologique, c'est frustrant. C'est difficile à gérer. De connaître une personne depuis plus de 30 ans, après on n'entend plus sa parole. C'est difficile. Et c'est des personnes engagées. La personne que je connais, Rabbi Yarhamam, je lui disais, il était atteint de plusieurs maladies, il faut se retirer un peu du circuit. Je lui dis non. Non. 10 mois au quotidien. Oui, c'est vrai que c'est le lourd tribut à payer pour endiguer. C'est pour ça qu'on ne fera jamais assez de messages de sensibilisation et d'appels à la population pour rester quand même vigilante, parce que c'est important. Voilà. Oui. Dans la dernière partie, bon, peut-être un message à faire passer. Qu'est-ce que je dirais il faut se mettre à la tête que si on perd le masque, ce n'est pas par rapport à la pénalité de 10 000 dinars. Il ne faut pas avoir peur de 10 000 dinars. Il ne faut pas le mettre sous le montant. Le montant, il faut dire que le virus, il est parmi nous. C'est vrai, il y a moins de cas. C'est par rapport à l'effort. Il ne faut pas se relâcher. Voilà. C'est un effort au quotidien de chacun de nous, le port de masque, qui a mis tout ça avec la contribution de tous les services de l'État. Le vaccin, dans quelques jours, sera là. La date sera annoncée imminemment et on va débuter. On est prêt, le dispositif est mis en place. On nous dira de commencer demain, on commencera demain. On nous dira de commencer la semaine prochaine, on sera au rendez-vous. Vous êtes opérationnel dès la réception du vaccin. Dès la réception, on nous dit de commencer, on va commencer. Ça ne se pose pas de problème. Juste que l'adhésion des citoyens, il faut dire que c'est gratuit. Ce n'est pas obligatoire. Rappelez que c'est gratuit et pas obligatoire. Il faut se présenter. Ils auront toutes les l'écoute de l'équipe médicale. Très bien. Ils vont leur donner toutes les informations qu'il faut. Des explications. C'est un vaccin comme tous les autres vaccins. C'est une manière de donner, de susciter une immunité. Il ne faut pas avoir peur. Non, voilà, parce que certaines personnes doutent un peu de la fiabilité. Non, il faut éviter la polémique au sein des réseaux sociaux, une polémique. Les gens parlent de certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, en tant que premier responsable de l'autorité sanitaire, je ne m'immisce pas dans certaines discussions scientifiques. Oui. Je ne dirais pas qu'ils m'échappent, mais qu'ils appartiennent à d'autres sphères de sociétés savantes. C'est eux qui vont nous orienter. Ce n'est pas moi de dire, ou un simple citoyen dans un espace bleu, de dire n'importe quoi. Ça va beaucoup plus donner peut-être des aspects négatifs que positifs. Voilà, il vaut mieux laisser les experts donner leurs explications, mais rappeler qu'il faut toujours rester vigilant, essayer d'aller vers cette vaccination. Vous allez vous faire vacciner. C'est sûr. Moi aussi. C'est sûr, donc, en première ligne. Donc on viendra, voilà, parce que c'est vrai que nous sommes tous concernés par cette maladie. Il faut pas, c'est pas parce qu'on n'est pas médecin ou on n'est pas... Non, elle fait pas de distinction. Voilà, elle ne fait pas de distinction. On a vu que toutes les personnes qui nous ont quittés... Ni de rang social, ni rien du tout. Voilà, donc il faut rester vigilant. Voilà. Monsieur Daas Mohamed Adine, merci d'avoir répondu à cette invitation. Peut-être un dernier mot, si vous voulez, avant de nous quitter.
J'espère que ce sera qu'un épisode qu'on a vécu, on ne le revivra plus, Inch'Allah, dans un avenir proche. Ngolo, c'était un cauchemar, on l'a Inch'Allah. Voilà. Alors, merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes le directeur de la santé de la population de la wilaya de Constantine. Et merci de nous avoir fait le plaisir de nous avoir accompagnés, de nous éclairer sur cette campagne de vaccination qui va commencer dans quelques jours, juste le temps de réceptionner le fameux vaccin qui est attendu bien, avant la fin du mois. Voilà, on parlait de vaccination, on reste aussi dans la célébration de Yennayer. Et là, c'est les traditions de Yennayer, comment est célébré Yennayer à Taman Rasset, le temps de recevoir le deuxième invité de ce Bonjour d'Algérie. مساء كل تنري ورهي جرود تكون تشمر يا ضو تند نشمر بعد التفوق يا ضو تند نشمر بعد التفوق Situé à l'extrême sud du pays, Taman Rasset, la perle du Sahara, est une jonction entre le plateau rude et sableux de Tig Igelt et le massif montagneux du Hogar. En dépit de son climat saharien, Taman Rasset, qui est un carrefour civilisationnel, se nourrit de sa terre, qui lui donne chaque année une récolte fructueuse et prospère. La célébration de Yennayer, le nouvel an amazigh à Taman Rasset, est une coutume bien ancrée avec ses propres spécificités, mais avec le même espoir d'une année agraire, copieuse et généreuse, car cette période de l'année est la plus difficile de la saison agricole dans cette région. La célébration de Yennayer révèle la structure sociétale de cette communauté qui voit les artisans dénommés les Ma'almin et spécialisés dans la bijouterie jouer un rôle prépondérant en fabriquant les outils au profit des agriculteurs qui, eux, de leur côté, ne ménagent aucun effort pour réussir la récolte, dont une partie servira au troc des commerçants avec les populations voisines au Mali et au Niger. أول نار يعني علاش أول نار نحن ما نقولوا لي نار نقولوا لي أول نار لأنه بارد بزاف هذيك البرودة هي اللي تتغذى منه الشجور ويطيح الورق اللي ماهمش ملاح ويطيح كل شيء يجي البرد يجي كذا حتى يبرد آخر نوار يبدا ينوروا الصدور كما المشماش كما هاد الصدور الأولين هادو نحن المشماشة والرمانة هما اللي سبقوا تبع من بعد نتبعها من العنبايه ومن بعد كما هكذا. هذا التكامل يكون ما بين ما يسمى به نقول احنا النظام والمعلمين يقدموا كل خدماتهم على مستوى السنه للفلاح بما يتعلق المنجل او الفاس او غير ذلك، لكن متى ياخذ محصوله؟ عندما ينضج المحصول. في البستان اصلا هذا عمليه تضامن، واش يكون في البستان هذا فيه احسن لكل بستان احسن قمون مثل يقول احسن قمونين، واحد ليكون للشيخ باعتبار ان المنطقه تابعه للطريقه القادريه وان هذا القمون يكون للشيخ من القادر الجيلاني، والقمون الثاني يكون بشره للمعلم هو الذي ياخذه هو في مكانه، لكن في اخر المحصول ياخذ كميه القمح التي ياخذها الفلاح. اذا هذا عمليه تضامن. ايضا كل العائلات الموجوده في المنطقه عندها عمليه الحصاد، عند عملية حصاد يكون هناك ما يسمى بالحزمة للرجل والقبضة للطفل الصغير والشواطة للمرأة. La tradition culinaire est de mise à Taman Rasset, où les plats sont cuisinés avec les fruits du labeur de la culture de la terre et de sa production de la précédente saison agricole. Yennayer, c'est aussi le prétexte pour le partage, synonyme d'une solidarité sans faille au profit des plus démunis. La famille Ben Messoud fait partie de ces familles jalouses
de leur tradition. L'habit traditionnel fait également partie de cette célébration avec le costume basané et le chèche pour les hommes, la baya et ilèche pour les femmes. Sans oublier les danses populaires dont le takouba est une danse guerrière. Le traditionnel thé touareg est partagé dans une ambiance familiale et festive pour aborder une nouvelle année porteuse d'espoir et fructueuse, non pas seulement pour Taman Rasset, mais pour l'ensemble du pays. Voilà, c'était une petite virée encore une fois à Taman Rasset, histoire de voir comment les gens du Sud, comment ils célèbrent Yen Naïr. Alors pour cette deuxième partie du Bonjour d'Algérie, nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir, c'était d'abord un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, Hassan Chorfi, artiste peintre connu et reconnu sur la scène. Marhaba bik, merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. Puis je sais que les couleurs de Taman Rasset, ça inspire. Hein, voilà. Hein. Alors, Hassan Chorfi, vous avez participé à une exposition artistique durant la célébration de Yen Naïr à travers une exposition de toiles, mais à chaque fois, c'est toujours, ça nous permet de retrouver l'art pictural, les arts plastiques, et de retrouver bien sûr tout ce que l'on ne voit pas au quotidien. Mais sur quoi vous avez insisté dans cette exposition? Bon, pour commencer, il faut dire que l'œuvre que j'ai, enfin, une partie de mon œuvre, elle n'est pas conjoncturelle, elle n'est pas rattachée à l'événement en soi, mais je produis tout le temps. Bien sûr, il y a dans l'œuvre tout ce que je ressens, tout ce que je vis, et vous n'êtes pas sans savoir que le vécu de l'artiste, il est imprégné par des éléments et des faits historiques. L'artiste est la conséquence de son environnement, il est influencé par tout dans le milieu. Donc sans pour autant souligner le fait que c'est Yen Naïr est dans tout ce que je fais quotidiennement. Oui, Yen Naïr fait partie de nos traditions ancestrales, il n'y a rien à dire sur ça. Mais c'était l'événement quand même de retrouver, et vous n'étiez pas seul, il y avait tout un cérémonial, il y a, même je crois aujourd'hui, il y a un défilé de mode spécial Yen Naïr, Miss Yen Naïr va être élu aujourd'hui. L'artisan peut se permettre d'aller souligner, de s'imprégner directement par l'événement. Donc, parce qu'il y a l'art traditionnel, il y a le patrimoine immatériel et immatériel. Donc, peut-être que l'artisan a plus le loisir et la volonté, la facilité d'aller vers ce qui est traditionnel. Par contre, le plasticien, l'artiste peintre, sculpteur, enfin plasticien en général, donc il n'est pas lié à la conjoncture, mais dans tout ce qu'il fait, ça déteint et c'est présent. Voilà, et c'est vrai que c'est pour l'expression, vous mettez ce que vous ressentez, Moi, j'ai toujours apprécié le choix des couleurs. Voilà. C'est important. Si vous voulez que je vous tienne un discours purement plastique, vous serez. Donc, en ce qui concerne le travail que je fais, je suis plasticien, je suis peintre, sculpteur, photographe, et dans ces trois disciplines, si on peut dire, trois techniques, ça me donne le loisir d'aller d'un domaine à un autre pour mieux m'exprimer, pour que l'intensité de ce que j'exprime soit entière et totale. Alors, c'est vrai que moi, je vous connais, mais bon, nos amis téléspectateurs peut-être un peu moins. C'est vrai, est-ce que c'est facile d'aller de la photographie à la peinture et à la sculpture? C'est trois, on va dire, techniques différentes. Voilà, tout à fait. Voilà, mais comment vous faites pour sauter de l'un à l'autre? Il n'est pas question de facilité. Il est plutôt question de chance et d'opportunité. Celui qui parle trois langues est mieux que celui qui parle deux langues. Bien sûr. Voilà. Celui qui parle deux langues est mieux que celui qui parle une seule langue. Voilà. Donc, pour comment dirais-je, souligner cette idée, cette vision, je dirais que j'ai le loisir, la chance
d'aller d'une technique à une autre. Parce que ce que je n'ai pas en photo, plutôt je vais vers la plastique, vers la peinture. Ce que je n'ai pas en peinture, je l'ai en sculpture. Ce que je n'ai pas en sculpture, qui est du volume et tout, je l'ai en photo. Donc ça me permet de m'exprimer pleinement. Et l'artiste exprime ses sensations, ses impressions, ses idées, ses positions par une technique. Moi, j'ai la chance de les exprimer par plusieurs techniques. Parce que dans la plastique, il n'y a pas que la peinture et la sculpture. Il y a l'installation, il y a l'art éphémère, il y a le happening, comme on dit. Donc, comme je suis plasticien de formation, je suis plutôt, et plus précisément, sculpteur. Justement, moi, je vous ai connu sculpteur au début, Voilà. enfin, c'est ce que je connaissais en plus. Ça ne vous empêchait pas de faire des tableaux, bon, peut-être des tableaux dans une tendance autre, et puis aller vers la photo, parce que là, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer que la sculpture est quelque chose de réel, de physique. Par contre, vos tableaux sont métaphysiques, sont un peu, c'est autre chose. Et après, vous revenez à la photo qui est quelque chose. On relate l'expression de quelque chose qui est physique. Ça peut être, je sais pas, un paysage, une personne. Voilà. C'est vrai qu'elles n'ont pas toutes ces techniques n'ont pas la même portée, le même objectif, mais elles sont toutes dans le domaine de l'art pictural, l'art de l'image, l'art visuel, exactement. Donc, le spectateur ou le consommateur de l'art pictural, qu'il soit peinture, sculpture ou photographie, n'est pas le même. C'est-à-dire que le message... Enfin, si message il y a, je parle du message esthétique. Message esthétique. Voilà, transmission de sensibilité, je préfère. Donc, esthétique, celui qui perçoit le message, la beauté ou le message esthétique en photo n'est pas celui qui... On ne s'adresse pas à la même personne. Tout à fait. Donc moi, ce qui m'importe, c'est plutôt de m'exprimer. Je ne vise pas le public. Si le public apprécie ce que je fais dans différentes techniques, c'est encore mieux. C'est-à-dire j'ai l'éventail et j'ai l'angle d'action plus large. C'est beaucoup plus une expression. Donc voilà, et vous sensibilisez. L'art, c'est une expression. Tout à fait. L'art, dans ces différentes techniques, dans ces différentes écoles, exprime des sensations, des impressions, comme je viens de le dire. Et personnellement, comme je suis dans l'expression abstrait, c'est l'école que je... Oui, c'est l'abstrait. Tout à fait. Donc, j'essaye d'exprimer des sensations, des impressions, et je les matérialise par des couleurs et des formes et des différentes techniques. Donc, mon souci, c'est d'exprimer ce que je ressens. Ce que je ressens en tant qu'artiste, parce que, entre parenthèses, l'artiste, il vit dans un milieu, il a un vécu qui transpose en forme et en couleur. Oui, c'est vrai que le vécu. Alors, un artiste, moi personnellement, quand je vois un artiste, surtout à Constantine, il ne peut pas échapper à la beauté de la ville. Les ponts, le rocher, la couleur. Même Al-Khaddad disait que le ciel bleu de Constantine n'existe nulle part ailleurs. Voilà, donc, est-ce que... mais vous allez vers l'abstrait, Hassan Chorfi. Est-ce qu'on exprime aussi de la même manière ? Ou est-ce que vous les laissez pour la photographie? Voilà, dans votre question, il y a plusieurs variantes, plusieurs branches. Voilà. Donc, on subit indéniablement l'influence de la ville. Pas que la ville, c'est-à-dire le vécu. Le vécu, nous les Constantinois, entre parenthèses, c'est pour dire les gens qui habitent à Constantine, c'est pas pour différencier les uns des autres. Donc, ceux qui habitent à Tamaracet, ceux qui habitent à Béjaïa, ceux qui habitent à Djidjel, ceux qui habitent vers la Saoura, ils ont des spécificités et un caractère que la région leur impose par son fait historique, culturel, même climatique. Donc tout ça, sans qu'on le sache, sont en nous. Ça influence. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc comme l'artiste est un témoin de son temps, d'une part, et reflète, qu'il le veuille ou pas, les caractéristiques et les spécificités de sa région, culturelle, socio-culturelle. Donc, je ne peux pas ne pas être influencé, marqué
imprégné, touché. J'utilise plusieurs qualificatifs pour dire que je suis le fruit de cette région, de ce point géographique. Oui, qui est très important, qui est très beau. Voilà. Donc Constantine, j'ai eu l'occasion d'intituler plusieurs œuvres de mon travail. Constantine Ville ouverte, Constantine un soir, Constantine. Oui. C'est pour vous dire que, pour répondre un peu plus précisément, pour toucher la question, c'est qu'on est influencé et l'influence, elle rejaillit dans ce qu'on fait, même l'œuvre abstraite, parce que la peinture abstraite, c'est la technique abstraite, l'école de l'abstraite, elle donne pleinement l'opportunité et l'occasion à l'artiste de s'exprimer, parce que l'abstrait, on est plus dans l'expression de l'esprit que dans la figuration, que de la figuration qui est, entre parenthèses, simpliste, parce que si on parle de Constantine et on met les ponts, c'est un stéréotype galvaudé, que tout le monde a utilisé, que c'est une forme d'expression, on va pas. À fait, non. Voilà, on ne va pas la remettre en cause, mais l'abstrait permet beaucoup plus à l'émotion de se faire ressentir. Voilà. Je résume. Alors, c'est vrai que quand on dit l'artiste est le fruit de son environnement, moi je vais vous inviter, Hassan Chorfi, nos amis téléspectateurs, à suivre ce beau reportage qui nous vient de Gherdaya sur les us et coutumes de Gherdaya, bien durant la célébration de Yennayer, avec la voix de Fouzi Amara. Gherdaya, point culminant de la vallée du Mzab, berceau de la culture ibadite. Demeure fidèle à ses traditions, notamment la célébration de Yennayer, avec sa touche particulière, dans l'espoir d'une nouvelle saison agricole florissante. C'est le vœu au quotidien de Ammi Mohamed, agriculteur de son état, en veillant au milieu de son oasis sur ses arbres fruitiers qu'il affectionne avec délicatesse par le biais de l'arrosage et du désherbage de son île verte, qui accapare son temps et ses aspirations. احنا عندنا في الاخر الخريف نقطعوا التمر نجمعوها ثم نديروها صدقه تاع شيخ حمو الحاج. حمو الحاج هو يعني من تقاليد تقسيم المياه، ولكن عندنا احنا نديروا صدقه على اسمه هو اللي نسميه اوزان، تخدمي لا تاخذ بالقمح والفول تلقى صدقه فيما بين الديار. هذه كل واحد يمدوا لصاحبه هذاك تبدلوا فيما بينهم. ومن بعد هذاك حنا درك كفلاحين درك عندنا النار هذا اللي راه جاي هني هي تبديل العام الجديد. او العام القديم راح الحمد لله راح سلامات من التمر والماء وربي، ونطلب ربي ان شاء الله العام هذا يكون جديد كما قلت. هذا كنقلبوا في الارض ونحضروا هذا الارض العام الجاي الى كتب ربي، ونطلب ربي ان شاء الله يهزنا على البلاد هدايا ودي تخضر الدنيا اكثر وكثر العام ان شاء الله مبروك لكل يعني لا راه داير العيد معنا يناير هدايا. تنفس وغنى ممي تنفس وغنى. Les souks de la ville de Gherdaya sont au diapason de la célébration de Yennayer à la faveur d'une animation particulière, grâce aux étalages embellis par les commerçants, qui répondent aux habitudes des clients attachés aux traditions, à l'image du très conservateur Mustapha. نشيروا الامور باه يعني نطيبوا الطبق هذا تاع الرفيس والسميد، كذلك البيض والزبيب والدهان، وكذلك ومن بعد ذلك تاتي يعني الحلويات كاوكاو. الرفيس يديروها بالكمون والدهان والسكر والزبيب. وهذه العوايد من ذاك الزمان ولا تبدلت شويه؟ دائما هذاك هما. ولا حاجه اخرى كاين يدي حوايج الحنه مثال يديروها نهار قبل النار. La tradition culinaire est de mise dans les foyers, où leur fils, plat sucré et gras, est incontournable. Ce mélange de saveurs se veut être un espoir d'une année grasse, sucrée, mais surtout généreuse. كاين اللي يستقبلوا العام بالطعام، كاين اللي يديروها زريزه رفيس تاع التمر، كاين اللي يديروا المفتت رفيس تاع المفتت، لكن هذا هو اغنى ويعني اكثر شيوعا في المنطقه. لماذا؟ لانه يحتوي على مواد غذائيه غنيه جدا، منها غلوسيدات
سكريات، نشويات، دهون، كل بروتين اللي هو في البيض، الياف اللي هي في التمر، يعني وكلها هي منطقه يعني مواد من المنطقه. لهذا الناس دائما تبدا عامها بما هو غني ومتكامل مثل هذا الطبق اللي راهو امامنا. Autour de ce copieux repas, toute la famille se réunit afin que les plus jeunes comprennent les rudiments de la célébration de Yanayr qui a traversé les époques. هذه الأكلة التقليدية سنرى مما تكون. قلنا إذن هي مغطاة بغطاء تقليدي نسج من الصوف تنسجه المرأة المزابية، يسمى أمنديل بالأحمر والأصفر في أشكال هندسية رائعة جدا. سنجد أول ما نجده هو 4 عصي إذن من النخيل، من سعف النخيل، قلنا خضراء. وهذه لماذا اختاروا 4؟ لأن القرى المزابية نشأت على 4 أعمدة، هي عمودين للمنسج المرأة في المزابية في منزلها، وعمودين للرجل أيضا في غابته للبئر، لأن الرجل والمرأة يتعاونان في اقتصاد المنزل المزابي. وأيضا البيوت المزابية كلها تتكون من 4 أعمدة، إذن هذه الأعمدة ال4 خضراء لتكون سنتهم خضراء. وأيضا نلاحظ هنا تكون من الرفيس الأبيض، قلنا الرفيس الأبيض لتكون سنتهم بيضاء إن شاء الله، خالية من المشاكل والحروب والصراعات وتنافس الغير شريف ما بينهم. La célébration continue au dehors avec les danses folkloriques, au rythme des percussions et de la zorna. Gardaïa et la vallée du Mzab restent et demeurent ancrés à ces traditions millénaires, perpétuées jalousement de génération en génération. Voilà, donc c'était le reportage à Gardaïa avec Fouzia Amara. Vous me faites voyager là. Hassan Chofi, vous avez vécu à Gardaïa. Hein? J'ai vécu quelques années et ça vous rappelle des souvenirs. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc ça me fait voyager un petit peu vers Gardaïa, qui est une planète. Gardaïa est une planète. Ouais. Et je profite de l'occasion pour recommander aux gens, aux jeunes, d'aller faire un tour. C'est le dépaysement garanti. Et puis, ça vaut vraiment le détour avec absolument. Toutes ces spécificités de la région, que ce soit la manière... C'est une planète. Voilà, l'art culinaire, l'habillement, le comportement, c'est une ville extraordinaire. Par l'aspect architectural qui était... Justement, j'allais dire ça. Qui fait partie, il a été classé au patrimoine mondial. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'étudiants en architecture se rendre au Mzab pour étudier l'architecture mozabite. C'est extraordinaire. On y vient du monde entier, et nous qui sommes à quelques kilomètres... Bah oui, 500, 600 kilomètres, c'est rien du tout, c'est une petite balade. Mais il faut y aller. En plus, il y a un très beau hammam pas très loin. Oui, la ville de... Ah, j'ai oublié le... Ah, bah c'est pas très loin, mais il faut y aller loin, quand exactement. Voilà, donc Hassan, mais ce genre de couleur, ça a dû vous inspirer des tableaux. Les ocres, oui, ils sont souvent, j'utilise souvent l'ocre, que ce soit même le sable, j'ai utilisé le sable pour des bas-reliefs, tout ça. Donc je suis très sensible aux ocres, parce que les ocres, c'est ces couleurs terre qui vont... C'est pas seulement un, c'est plusieurs, il y a plusieurs teintes. D'ailleurs, je me rappelle, en faisant un voyage de Gardaïa à Tamarasset, de Tamarasset à Laskrem, je suis passé par une région où il y avait, chaque 2, 3, 4 kilomètres, on trouve des gisements de sable de couleurs différentes. Et j'ai découvert qu'il y a des artistes locaux qui dessinent avec le sable. C'est un travail très beau, très subtil comme couleur, comme travail. Ouais, les tableaux de sable avec là, c'est très beau. Bon, il n'y a pas que les roses de sable, mais aussi et c'est très beau et c'est pour ça que même les artistes, on leur recommande d'aller là-bas parce que ceux qui n'ont pas fait le déplacement à Gardaïa ont raté quelque chose dans leur vie. Et en travaillant avec le sable et ces différentes ocres, on évite de travailler avec les produits chimiques, tout ce qui est essence, huile, tout ça, et même la peinture en soi, c'est un condensé de produits chimiques plus ou moins toxiques.
artistique. Donc en travaillant avec c'est pour la préservation sur tous les plans. Sur tous les plans, c'est bien. Et en plus, c'est très 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 beau. D'abord, quand on se rend dans le sud, on a toujours un tableau avec le sable qui est très beau. Et les touristes, ils sont friands de ces travaux de sable. Ça, c'est toute la beauté de l'Algérie que l'on voit à travers, bien sûr, ces voyages et tout. Et puis, ça inspire, je le disais, les artistes, et puis c'est bien. Et ça permet d'acquérir d'autres techniques. Comme la diversité, cette variété, ça donne non seulement le moyen et l'occasion à l'artiste de se diversifier sur le plan technique, et c'est comme je disais, les touristes et les étrangers sont très portés sur le produit artistique, comment dirais-je, qui est unique d'abord. Qui respecte l'environnement, comment on appelle ça? Bah oui, c'est pour la protection de l'environnement, voilà. Puis le respect. Il y a un mot que je n'arrive pas. معليش, il ne faut pas s'arrêter au mot, mais c'est le respect de l'environnement. C'est vrai qu'on préserve l'environnement grâce à ce genre de procédé. L'écologie. L'écologie, voilà, oui. J'ai trouvé. Voilà, donc écologiquement parlant, donc c'est bien de peindre avec et éviter les produits chimiques. Voilà. Mais Hassan, quand on expose, moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu vos expositions. Est-ce que c'est par faute de galeries, d'espaces d'exposition, ou est-ce que c'est vrai que... Là, vous remuez le couteau dans la plaie. Voilà, donc, directement. L'artiste véritable, l'artiste qui produit, l'artiste prolifique et authentique, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. C'est quelqu'un qui se réveille le matin, qui va dans son atelier, qui travaille, il vit son vécu, son art. Voilà, et il transpose ce qu'il vit dans ses œuvres. Et la condition sine qua non de la production qualité et quantité, c'est les ateliers. Bon, l'atelier, c'est là où l'artiste travaille. C'est comme, je dirais, n'importe quel fonctionnaire qui va au bureau, l'ouvrier qui va à son atelier, tout ça. Donc, il y a l'atelier. Il y a le public. Entre le public et l'atelier, il y a l'œuvre. Donc, l'œuvre. L'atelier fait l'œuvre. L'œuvre doit être exposée parce qu'il faut qu'il soit consommé. Là. Oui, les gens... Il faut que l'artiste vive, absolument. Donc, en Algérie, il n'y a pas le marché de l'art. On a essayé de le faire il y a 2 ans. Ils ont fait une grande exposition qu'on a appelée les prémices du marché de l'art. Et c'est parti en vrille, je ne sais pas ce qui s'est passé. Finalement, il y a plein de gens qui sont venus, plus de 160 artistes du territoire national. Et on avait fait une grande exposition, une méga exposition. Et on devait faire la promotion des artistes et ramener le corps diplomatique, tout ça. Donc ça n'a pas abouti. Depuis, c'est resté comme ça. Donc il y a l'atelier, il y a l'œuvre, il y a le public. Le public, pour apprécier, pour qu'il y ait la jonction du public et de l'œuvre, il faut qu'il y ait des galeries, des espaces d'exposition. Constantine, de 2500 ans d'histoire, n'a pas une galerie, qu'elle soit publique. On avait une galerie ici à Khem, c'était au centre-ville, qui a malheureusement, après, ça a disparu, après les travaux faits C'était un espace d'exposition, donc on pouvait y voir rencontrer d'abord les artistes. Tout à fait. Quand on avait besoin d'un artiste, on allait le voir dans cette galerie. Et puis, si tu permets, Ismaïl, je rappellerai les gens qui avaient, disons, un intérêt pour l'art. Il y avait la galerie Chanderli. Chanderli, c'est l'actuel... c'est Henri Macha à l'époque. Oui, bon, c'était au quartier Belouizdad, voilà. C'est juste en face du marché. Donc, et là, ça a commencé, ça a fonctionné quelques mois. Et là, il y avait pas mal de gens qui ont exposé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu leur travail. C'est grâce à la galerie Chanderli, qui était spacieuse, qui était bien organisée, qui avait une bonne disposition d'éclairage et tout ça. Ben, ça a disparu. Et donc, depuis, il n'y a ni galerie, ni atelier d'artistes. Si tu permets, je reviendrai sur le point d'espace de production, les ateliers. Les ateliers dans toutes les villes du monde qui se respectent, c'est-à-dire... c'est partout dans le monde, c'est une pratique, là où il y a... Donc, il y a les galeries de la ville. Paris, Londres, New York. Qu'est-ce que c'est que les galeries de la ville? C'est des espaces que la municipalité met à la disposition des artistes avec un cahier de charge, une concession. Pour exposer. Pour produire.
produire d'abord. Et on peut faire des portes ouvertes sur les ateliers. C'est-à-dire que les ateliers peuvent passer un temps pour des espaces d'exposition. Donc, portes ouvertes sur les ateliers, les artistes peuvent produire et exposer l'espace de travail. Donc, ce qui manque à Constantine, c'est que juste un peu de volonté politique. C'est-à-dire que les autorités, créer des espaces. Les autorités publiques, que ce soit la mairie ou la wilaya, peuvent affecter des espaces qui existent et qui Comme sont... ça se faisait auparavant, ça fait pas longtemps. Le regretté Ammar Alalouch, qui nous a quittés il y a quelques mois, regrettait l'absence d'un marché de l'art. Parce qu'il faut bien que l'artiste vive de son art. En amont, il faudrait qu'il y ait des espaces de production, pour qu'il y ait des espaces de vente et d'achat, des espaces d'exposition. Et les espaces d'exposition des arts plastiques ou de la peinture, de la sculpture, c'est pas n'importe quel boui-boui. Ce n'est pas en général, on a vu ces derniers temps que les toiles sont exposées un peu au musée, dans les maisons de culture, mais ça serait bien d'avoir plutôt une galerie artistique, un espace réservé à l'art. Et dessiné sur le plan technique, c'est-à-dire on n'expose pas des sculptures comme on expose des chaussures. Voilà, mais oui, c'est autre chose, ça a une spécificité. Tout à fait. Donc l'éclairage, la disposition, enfin bref, c'est technique. المهم هات يكون فضاء un espace pour les expositions et là on va voir s'il est parfait on va donc, mais déjà créer l'espace c'est déjà pas mal. Exact. Voilà, déjà. Donc l'artiste, pour qu'il y ait production, pour qu'il y ait un travail artistique de bonne facture, il faudrait qu'il y ait des espaces de production. Une fois qu'il y a des espaces de production, l'artiste produit, les artistes produisent et qu'il y ait un produit artistique. Pour que le produit artistique soit à la portée du grand public, il faut qu'il y ait des espaces d'exposition spécifiques, c'est-à-dire des galeries avec de l'éclairage, avec tout ce qui s'ensuit. Et c'est à partir de là qu'on peut insuffler une nouvelle dynamique. Une dynamique voilà, pour le marché. Voilà. Si on parle du marché de l'art, et sachant que l'artiste vivote, n'arrive pas à produire, si le produit n'a pas où exposer, s'il n'expose pas, il ne peut pas vendre, donc le circuit est fermé. C'est vrai, voilà. Donc d'où la nécessité d'offrir des espaces justement pour permettre aux artistes et de s'exprimer et de vivre de leur art. Voilà. Moi, je vais vous inviter à une petite balade à Batna, sur des hauteurs. Ça va vous inspirer, Inch'Allah, et toujours la voix de Fouzia Amara. Au milieu des montagnes des Aurès se trouve le petit hameau de Texemlet, où les cimes côtoient allègrement les nuages. C'est dans ce décor féerique que toute la famille d'El Hajja Roqiya Jidi s'apprête à accueillir la nouvelle année agricole en célébrant Yanayr, qui est le nouvel an amazigh. Yanayr veut dire la dernière nuit de la précédente saison agricole, mais aussi le premier jour de l'hiver et le début de la campagne labour-semaille pour les agriculteurs. Les us et coutumes n'ont pas changé, traversant les siècles pour être perpétuées au foyer modeste et humble d'El Hajja Roqiya. Elle commence par enlever les vieilles pierres du feu de sa cuisine pour s'en aller les jeter loin de son domicile. Ce cérémonial s'effectue en présence de ses enfants et petits-enfants, parés de leurs plus beaux habits. Le choix des nouvelles pierres n'est pas fortuit, puisqu'il se fait minutieusement sous l'œil expert de la doyenne de la famille. Une autre coutume veut que toute la famille cueille les plus belles herbes et fleurs pour enduire les pierres des murs de la maison, espérant une nouvelle année colorée d'espoir et de générosité. أسقسها جديد نتبدل ينياون نطيش ينياوني قديما نتاودي ينياوني جديد نتقيه نقيلمس هانتو تقلير حنو شال نتقيثي الباب نتقيثها ماذا زنينا نتخاوسي وين السروس هابا نسقسها جديد. De leur côté,
les hommes déterrent ce qui reste des grains de la saison agricole précédente pour entamer la nouvelle saison. ما ينتجه الفلاح الأوراسي يعني أثناء عملية الحصاد أول شيء يقوم به هو إخراج حق الفقراء والمساكين وحنا نسميه بلغتنا العشور. هذا أول إجراء يديره. أما المحصول الآخر فيقوم باستهلاك جزء منه خلال مدة الخريف. أما الجزء الذي يحتاجه في الشتاء والربيع فيقوم بخزنه في المطامر. La célébration de Yanaïr continue autour d'un repas familial très copieux, préparé par des mains expertes. Au milieu d'une ambiance festive où les chants chaouis et les narrations de légendes se relayent à tour de rôle. اطنس قواسها جديد واد نسرسل المجمل وانيا منسي انيا منسي باش نتعشى باش خدي ربي ان شاء الله الخير اسقواسي يدي يقول انا نعاود نمجر واد نوض نزين دير ذنوان ولو حديث سرفين ها ما من سنين تقبكري. Les plats traditionnels dans Irshmentsourith, cuisinés avec du blé, se suivent et ne se ressemblent pas, au grand plaisir des hommes qui se régalent de cette cuisine faste dans un moment de partage de tous leurs biens. لازم كل شيء ديال جديد باش ديال سكواس ان شاء الله هذا جديد ديال كلشي نبدلينا ونتبدل لقش زاتنا الخلاف الدين قشابيين على وندي جديد كلشي لازم ديال سكواس جديد سي كلشي مام في سرفين نفرطين زيد ومشى نوجد ونبداو ديكور ان شاء الله ومشى نفرط مزيان ديردن كلشي لازم هادي اللي جديد. La soirée se poursuit tard dans la nuit. Cette ambiance festive réunissant tous les membres de la famille pour aborder la nouvelle année avec tous les espoirs d'une saison agricole fertile et fructueuse en tout point de vue. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, donc après le reportage à Batna, le reportage était de Mohamed Zemmouli, la voix de Fouzi Amara, puis vous avez pu probablement suivre à l'émission spéciale Yanaïr, réalisée par Nofel Chaïta, conçue par Samir Gennez, et que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Mais le reportage, il est beau. Ça vous a plu, hein, Hassan? Il est magnifique. Mais. Surtout la voix de la cantatrice, elle est... Ah, très bien, bon, donc c'est histoire de l'encourager, voilà. Et Hassan, on arrive dans la dernière partie du Bonjour d'Algérie. Je sais que très difficile de faire une synthèse sur l'art, mais on disait manque d'espace, d'expression, c'est déjà on va pas mal, dire. C'est là, voilà, ça serait bien d'avoir des espaces d'expression. Mais sinon, bon, moi, je pense toujours que ce qui est bien, c'est que l'art se porte bien, malgré tout, malgré toutes les difficultés. Envers et contre tous, oui. Envers et contre tout. On titube, mais on est encore debout. Oui, c'est vraiment un vrai défi. Et quand je vois des artistes peintres naître, on a reçu beaucoup d'artistes jeunes qui font avec les techniques modernes. Les défis sont grands et il n'y a pas de mérite à faire ce qui est simple, ce qui est facile à faire. Donc si c'était un truc à la portée de tout le monde, il n'y aurait pas de mérite. C'est le challenge, c'est le combat continuellement et perpétuellement. Ouais. D'ailleurs, si vous permettez, j'adresse un prompt rétablissement à M. Oulhassi, qui est malade, qui est un monument de la peinture algérienne, qui doit subir une intervention chirurgicale incessamment. Donc, on le salue et puis, Inch'Allah, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, c'est toujours un grand artiste. Hein. Il faut le reconnaître, pour les gens ne le connaissent peut-être pas, mais c'est un grand monsieur de l'art pictural. Il y a pas mal
de grands peintres qui sont de grands artistes qui sont partis sur la pointe des pieds qu'on n'a pas. Vous venez de citer. Oui, Ammar Alalouche, grand monsieur, oui. Qablou, il y a Madame Nasser, il y a Madame Baghli, il y a comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, donc à Constantine, il y a une bonne demi-douzaine d'artistes qui sont partis. Qui sont partis un peu dans l'anonymat. Absolument, tout à fait. Bon, ils ont laissé quelques œuvres. Les œuvres, malheureusement, sans la propriété familiale. C'est le sujet d'une autre émission, où le patrimoine pictural, artistique, plastique, algérien. C'est vrai, personnellement, quelques jours avant son départ, Ammar Alalouche m'avait permis de rentrer dans son atelier et j'ai vu des œuvres extraordinaires. Bon, c'est vrai que c'est la propriété de la famille, les enfants ont récupéré, mais ça serait bien ça n'empêche pas que les autorités se penchent sur la question et qu'ils achètent, ils n'en ont pas assez le temps. Le Wali peut donner des directives aux différentes structures culturelles pour acheter ces éléments. Ne serait-ce qu'une toile par structure. Ça serait, ça ne va pas. Donc ces œuvres sont vouées à la décrépitude, et c'est dommage. C'est dommage, voilà. Hassan, j'espère qu'on ne va pas se quitter sur cette note d'amertume. J'espère que voilà. C'est-à-dire la mort est seule de la vie, donc on est sapé. Mais partir dans l'anonymat, ça c'est pour un artiste, c'est ce qui est décevant et triste. Hassan, on n'a pas évoqué, mais ça serait bien un autre jour qu'on évoquera dans une autre émission, peut-être la photographie, parce que vous êtes un grand photographe. C'est un pont de mon. C'est autre, voilà, ça fait partie. Notre facette, voilà. Donc, mais sinon, peut-être dans l'avenir, dans les prochains jours, est-ce qu'il y a une exposition? Est-ce que vous avez avec ce que je viens de faire pendant le confinement, le confinement, parce que je pense pouvoir organiser une exposition avant mai. Avant mai, c'est ce qui a été convenu avec la direction du Palais de la Culture, de la Maison de la Culture. Il est question de ça. Donc reste sur un peu les dernières retouches, comme on dit. Tout à fait. L'aspect technique, logistique plutôt, l'aspect logistique de l'organisation. J'espère qu'on sera au rendez-vous, Inch'Allah, au mois de mai, et j'espère être de la partie venir apprécier tes toiles, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ni toile, ni sculpture, ni photographie. Je suis prêt et disposé à intervenir quand on fera appel. Inch'Allah. Merci beaucoup, Hassan Chofi. Je rappelle que vous êtes artiste, peintre, connu et reconnu sur la scène constantinoise et nationale. Et puis j'espère que l'on se retrouvera dans une de vos expositions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, et d'avoir été ce matin avec nous à partir de Constantine pour ce Bonjour d'Algérie qui va se terminer dans quelques instants. Juste le temps pour moi de remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés depuis tôt ce matin, et ils étaient sous la baguette du réalisateur Nabil Yagoubi. Je vais remercier toute l'équipe. Merci de nous avoir accompagnés, et Inch'Allah, on se retrouvera dimanche prochain pour un autre Bonjour d'Algérie, mais on se quitte en chanson avec Nzar Barkeik Mi Town, et puis c'est une très belle chanson. Merci, à très bientôt. مطراتي غريب بالميعاد سنتينين اغسل بابويا زعمل على مدراون بركة ميمتاون يا الحلالة بركة ميمتاون يا الحلالة بركة ميمتاون يشهد وذرار الوراس ونتاخا
يطين ذا الساس أشمنا ويسوغير اللي غيايا ماشي ضد موت بركامي مطاون ديال الحنانة بركامي مطاون ديال الحنانة بركامي مطاون خاليم ونجومة ديما طرات في غذيم